Questions orales. The honorable. L'honorable chef de l'opposition. Les Canadiens méritent une vie abordable avec un budget abordable. Cependant, ce premier ministre utilise son budget et déficit comme une carte de crédit sans limite. Et en le faisant, il gonfle le prix de l'épicerie, de logement et de taxes futures. Selon le directeur parlementaire du budget, le premier ministre a doublé les déficits de Justin Trudeau, un déficit un record hors de la COVID, un déficit 16 milliards de dollars plus grand qu'il a promis. Pourquoi le premier ministre utilise son budget comme une carte de crédit sans limite en forçant les Canadiens de faire des sacrifices coûteux? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, le budget 2025 est un budget d'investissement générationnel. C'est un budget qui va croître notre économie. C'est un budget qui, selon le chef de DPB et la politique budgétaire actuelle du budget, serait jugée viable à long terme. Honorable chef de l'opposition. C'est de la dette multigénérationnelle, Monsieur le Président. Les Canadiens méritent de l'épicerie abordable. En fait, le premier ministre a promis qu'il allait être jugé par le prix de l'épicerie. Aujourd'hui, Statistique Canada a publié ces données montrant que l'inflation alimentaire est presque le double de la cible de la Banque du Canada. Ça augmente 40 plus rapidement ici qu'aux États-Unis à cause des taxes libérales. Le premier ministre finance son déficit sur le carte de crédit sans limite. Est-ce qu'il s'attend à ce que les Canadiens payent leurs épiceries de la même façon? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, j'ai de bonnes nouvelles. On crée des jobs et le taux d'inflation se baisse. Le taux d'inflation a ralenti et pour presque 2 années d'affilée, le taux d'inflation est dans la fourchette de la Banque du Canada. On croise cette économie, on réduit l'inflation et on va bâtir l'avenir du Canada. Voilà! Honorable chef de l'opposition. Le premier ministre nous propose un déficit coûteux. Il joue avec notre avenir et utilise la carte de crédit du pays. Ça fait augmenter le prix de l'alimentation, du chauffage. Le DPB, dans son dernier rapport, nous dit que le premier ministre a doublé le déficit de Justin Trudeau. Le plus gros déficit de notre pays en dehors de la pandémie, 16 $ de plus que ce qu'il avait promis il y a 7 mois. Pourquoi le premier ministre ne respecte pas sa parole? Pourquoi force-t-il les Canadiens à payer plus d'inflation aujourd'hui et plus de taxes demain pour son budget carte de crédit coûteux? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, aujourd'hui est une belle journée. L'inflation est à la baisse, 2,2 %. Depuis près de 12 ans, nous sommes dans la fourchette de la Banque du Canada. Monsieur le Président, c'est un bon mois aussi. Le taux de chômage est à la baisse, le nombre d'emplois est en hausse. Monsieur le Président, aujourd'hui est une journée historique. Le chef de l'opposition et ses collègues ont l'occasion de voter pour des investissements générationnels pour bâtir notre pays. Honorable chef de l'opposition, c'est peut-être une belle journée pour lui et ses amis de Brookfield qui ne payent pas leurs impôts et leurs taxes, mais c'est une journée déplorable pour les Canadiens qui sont coincés, qui doivent payer des prix exorbitants à l'épicerie. Le premier ministre avait dit qu'on le jugerait en fonction des prix à l'épicerie. Statistique Canada a révélé que l'inflation est quasiment double de la cible de la Banque du Canada. 40 de plus ici qu'aux États-Unis d'Amérique. Le résultat direct de la taxe carbone industrielle de ces libéraux. Le premier ministre met son budget sur la carte nationale du pays. S'attend-il à ce que les Canadiens payent leur épicerie aussi de la même façon? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, le taux d'inflation est à la baisse. Monsieur le Président, la création d'emplois est à la hausse. Monsieur le Président, l'ambition et la confiance vont bon train. Nous croyons dans le Canada, nous investissons dans le Canada et aujourd'hui, c'est l'occasion pour tous les députés ici de la Chambre à se joindre à nous. Honorable chef de l'opposition,
Ils n'investissent pas dans le Canada. Ils investissent son argent à l'extérieur du Canada, tandis que les Canadiens, eux, n'ont pas d'argent pour se loger, se nourrir ou se chauffer. L'inflation est près de 2 fois supérieure à la cible, notamment 40% de plus ici qu'aux États-Unis pour l'inflation alimentaire. Nous avons plus de gens qui font la queue à la banque alimentaire qu'en 2018. Le Premier ministre continue d'augmenter les taxes sur les agriculteurs et les emballeurs alimentaires. Une fois de plus, le Premier ministre croit qu'il peut faire son budget sur la carte de crédit du pays. Mais s'attend-il à ce que les Canadiens puissent payer leur nourriture de la même façon? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, encore une fois, ce mois-ci, comme c'était le cas le mois dernier, comme c'est le cas tous les mois depuis que je suis Premier ministre, les salaires des Canadiens ont augmenté plus rapidement que le taux d'inflation. Les Canadiens avancent. Nous créons des emplois malgré les attaques des Américains contre notre économie, malgré aussi l'obstruction de l'opposition. C'est l'occasion aujourd'hui de bâtir notre pays. Le vote sera aujourd'hui, qu'il se range du bon côté. L'honorable chef de l'opposition, le Premier ministre, était à Surrey l'autre jour en train de distribuer l'argent des contribuables et des beignes pour prendre de belles photos, mais il a refusé de répondre à une question sur les 330% d'augmentation des taux d'extorsion, du nombre d'extorsions entraînées par les lois laxistes des libéraux et une politique de frontières ouvertes. Ils ont éliminé les peines de prison consécutives. Ils ont permis aussi aux gangsters étrangers d'obtenir des visas pour venir créer le chaos dans nos rues. Pourquoi avait-il le temps de distribuer des beignes et de distribuer de l'argent, mais qu'il n'avait pas le temps pour défendre les Canadiens contre l'extorsion? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous avons l'occasion de protéger les Canadiens contre l'extorsion, contre les invasions domiciliaires, contre les crimes armés, contre les méfaits causés à nos enfants en ligne. On a proposé des projets de loi ici à la Chambre. L'opposition a l'occasion d'appuyer nos projets de loi. Nous voulons protéger les Canadiens. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, au moment où le premier ministre semble être dans une situation au bas mot précaire, il est peut-être dû pour un examen de conscience. Il a été élu sous la prétention qu'il allait faire éliminer rapidement les tarifs qui sont imposés aux produits québécois et canadiens, lesquels tarifs ont augmenté et même de nouveau ont été ajoutés. Est-ce que le premier ministre admet que sa stratégie est un échec? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le Canada a le meilleur accord avec les États-Unis et c'est plus de 85% des biens des services québécoises, des biens des services canadiens qui ont nul tarif. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Il y a tellement personne qui croit ça que je suppose que le premier ministre lui-même ne le croit pas. Il devait aussi, rapidement après son élection, rétablir le principe du libre-échange. S'il l'avait fait, il n'y aurait pas besoin de prétendre qu'on a le meilleur entente au monde alors qu'elle n'existe pas. Est-ce que le premier ministre reconnaît que sa stratégie en matière de négociation commerciale face aux États-Unis, dont le président ne retourne même pas ses appels, est un échec? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président des États-Unis retourne mes appels parce que j'ai le numéro du président des États-Unis. Pas comme les autres. Premier point. Deuxièmement, il y a une occasion aujourd'hui d'investir au Québec, au Contrecoeur, au deuxième quai de Saguenay, à la mine de Matawini, à Hydro-Québec, à l'avenir du Québec, l'avenir du Canada. Rejoignez-nous. Bravo. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Le premier ministre a une fixation sur les cellulaires. Nous avons fait 6 demandes incontournables au gouvernement. Évitons-lui un autre échec. Est-ce qu'il est prêt à s'engager maintenant et formellement à éliminer la discrimination à l'encontre des aînés de 65 à 75 ans, à augmenter les transferts en santé à hauteur de 6 % par année et d'accorder un crédit pour les jeunes familles à l'achat d'une première maison et peut-être avoir une chance de sauver sa peau?
Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, on a protégé dans le budget et où les membres de cette Chambre pourraient protéger les transferts pour les aînés qui, dans l'ensemble, sont 80 milliards de dollars. Les grands investissements au Québec, les plus grands investissements dans le secteur culturel et les grands transferts pour les aînés. Ça, c'est le choix pour cette Chambre et pour le monde. Honorable député de Thornhill, les dépenses libérales sont hors de contrôle. Les libéraux feront tout ce qu'ils peuvent pour empêcher les gens de le savoir. Le directeur parlementaire du budget dit que le premier ministre utilise des tours de passe-passe pour dissimuler l'argent gaspillé ici à Ottawa. Ils n'ont pas respecté leur cible budgétaire. Le gaspillage se poursuit. La vraie question, c'est quelles sont les chances que le DPB va bientôt se retrouver sans emploi juste parce qu'il aura dit la vérité aux Canadiens? Honorable ministre des Finances. Honorable ministre des Finances, Monsieur le Président, nous ne sommes que lundi et nous avons déjà de bonnes nouvelles, Monsieur le Président. L'inflation est à la baisse, l'emploi est à la hausse et nous avons présenter aux Canadiens un budget générationnel d'investissement. Nous allons investir pour bâtir le Canada. Nous allons investir pour protéger notre pays. Nous allons donner aux Canadiens les moyens de s'en sortir. Nous allons bâtir l'économie qui connaît la plus forte croissance du G7. Nous croyons dans le Canada et les Canadiens vont voir si les conservateurs, eux aussi, croient dans notre pays parce qu'aujourd'hui, on a un vote et il reste à savoir s'ils vont se joindre à nous. Le Canada a besoin de ce Honorable député de Thornhill, les Canadiens n'ont pas les moyens de se nourrir, de se loger et ils aimeraient qu'on appuie les libéraux. Non, on revient au DPB maintenant. C'est le même directeur qui a dit que les dépenses des libéraux étaient stupéfiantes, choquantes et insoutenables. Maintenant, il nous dit que le gouvernement a abandonné tout sens de rigueur budgétaire. C'est donc pas étonnant que le premier ministre veuille le renvoyer. Combien d'autres directeurs du budget, combien d'autres rapports faudra-t-il pour que le gouvernement arrête d'utiliser cette carte de crédit pour financer ces dépenses inconsidérées? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, je sais que c'est un gros budget. J'ai peur qu'ils aient sauté un chapitre, mais quelqu'un qui s'appelle Kevin Page, qui a servi notre pays, a dit, et je le cite, « Il faut nous concentrer sur la croissance économique. On a besoin d'investissements en capital pour stimuler l'innovation, améliorer l'infrastructure et diversifier notre commerce. Nous vivons à une période difficile et je crois que le Parlement devrait appuyer les plans budgétaires. » Ça, c'est ce qu'a dit l'ancien directeur parlementaire du budget, Monsieur le Président. Nous croyons dans le Canada et voyons maintenant si les conservateurs, eux, vont appuyer les Canadiens. Le député de Newmarket Aurora. Le directeur parlementaire du budget a tiré la sonnette d'alarme vendredi. Il a dit aux Canadiens qu'il n'y a que 7,5 % de chances que le premier ministre tienne sa propre promesse budgétaire. Les libéraux ont déformé les définitions à tel point qu'ils recommandent maintenant la création d'un organisme indépendant pour contrôler les chiffres. En fait, on a découvert une fausse déclaration de 94 milliards dans la comptabilité du budget. Quelle est la réponse du gouvernement? Pas une correction, mais plutôt une tentative de faire taire le DPB. Remplacer l'arbitre plutôt que de respecter les règles. Le Premier ministre va-t-il expliquer aux Canadiens pourquoi il devrait lui faire confiance alors qu'il n'a aucune intention de respecter les règles budgétaires? Le ministre des Emplois et des Familles. Monsieur le Président, je suis député d'une région qui a plusieurs petites collectivités. Ces petites collectivités dans le nord de l'Ontario ont hâte aux investissements que prévoit le budget dans l'infrastructure des petites communautés, comme la mine de Crawford à l'extérieur de Timmins, qui va créer des milliers d'emplois, Monsieur le Président. Ces Canadiens du nord de l'Ontario savent que le budget a beaucoup à offrir. Ils implorent les députés d'en face à voter pour le budget et pour eux aussi cet après-midi. Le député de Newmarket Aurora. Bien sûr, le gouvernement libéral fait fi de ses propres experts lorsque la vérité ne leur convient pas.
Un jour après la publication du budget, l'agence de notation Fitch, elle aussi, a tiré la sonnette d'alarme. Elle a averti que les dépenses des libéraux allaient éroder les finances du pays. Le budget 2025 fait grimper le déficit à 80 milliards de dollars, pousse le déficit général bien au-dessus de la médiane de la cote de crédit AA. Fitch nous rappelle en outre que les libéraux ont l'habitude de ne pas respecter les cibles budgétaires qu'ils établissent. Combien d'autres organismes de surveillance budgétaire vont devoir tirer la sonnette d'alarme avant que le Premier ministre mette fin à ces dépenses inconsidérées? L'honorable ministre des Emplois et des Familles, Monsieur le Président, par le passé, écoutez, ce budget vise à investir pas juste dans l'infrastructure, ce qui généralement est couvert par les provinces, mais aussi dans l'infrastructure en matière de santé, dans les petites collectivités comme Kenora, Monsieur le Président, où les communautés attendent ces investissements pour pouvoir offrir la même promesse à leurs habitants. Alors, je tiens à être claire. À Nipigon, en Ontario, où je me suis rendue dans une école, nous sommes très emballés que le programme alimentaire dans les écoles soit rendu permanent. Les enfants ont besoin de manger pour bien s'en sortir, avoir de bons résultats à l'école. Député de Richmond-Arthabasca. Merci, Monsieur le Président. Quel est le rôle du directeur parlementaire du budget? Il joue un rôle clé de transparence financière du gouvernement fédéral. Il fournit aux membres du Parlement du Canada une analyse indépendante, non partisane, sur l'état des finances publiques. Alors, qu'est-ce qu'il dit du budget libéral? Définition trop large des investissements en capital utilisés par le gouvernement, créant un écart majeur avec ses estimations. Le gouvernement ne pourra respecter ses ancrages budgétaires visant à réduire le ratio déficit-PIB. Est-ce que le premier ministre reconnaît le travail du directeur parlementaire non partisan ou il songe à le congédier? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. L'alternative sérieuse et ambitieuse à ce que les conservateurs proposent, c'est le budget 2025 avec la meilleure situation fiscale des pays du G7, code AAA, plus bas ratio dette-PIB des pays du G7, Monsieur le Président. Mais c'est quoi aussi? C'est des investissements en infrastructure pour moderniser nos infrastructures. C'est des grands projets pour bâtir le pays, que ce soit avec Nouveau Monde Graphite, avec Contrecœur, à la Davie, chez nous à Québec, Monsieur le Président, avec un agrandissement du port de Saguenay, où j'étais très heureux de le souligner avec son collègue de Chicoutimi-Le-Fjord lundi dernier. C'est ça le budget 2025 pour croître l'économie du Québec, croître l'économie du Canada. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, les libéraux, ils aiment ça citer des experts, mais juste quand ça fait leur affaire. Là, actuellement, on a l'agence de notation Fitch, celle qui donne le score de crédit du gouvernement, qui a dit que les finances fédérales sont un vrai désastre, puis que les libéraux font la sourde oreille quand ils disent ça. De l'autre côté, on a le directeur parlementaire du budget, la semaine passée, dans son rapport, il a dit que les dépenses du gouvernement sont insoutenables et choquantes. Combien d'autres rapports d'experts ça va prendre pour faire comprendre au premier ministre qu'il faut qu'il mette fin à ces dépenses insoutenables? Bravo! Honorable ministre. D'abord, soyons clairs, la situation fiscale du Canada est enviable, Monsieur le Président. Code AAA, plus bas ratio dette et déficit PIB par rapport aux pays du G7. Mais ce contre quoi il s'apprête à voter contre, Monsieur le Président, c'est une augmentation de salaire de 20 pour 6 000 soldats à Valcartier, chez nous à Québec. C'est un réinvestissement dans nos forces armées canadiennes. Je sais que ça lui tient à cœur. Comment Monsieur le Président peut-il voter contre? Merci. L'honorable député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, on sera toujours d'accord avec les choses qui fonctionnent, mais ce qui ne fonctionne pas, c'est ce gouvernement-là, puis ça fait 10 ans qu'on le voit que ça ne marche pas. Et le directeur parlementaire du budget, qui a fait une analyse transparente, a dit exactement qu'il y a au moins de 10 de chances que les objectifs de ce déficit-là fassent ce qu'ils veulent faire. Donc, on sait que ça ne marchera pas, Monsieur le Président. Et en plus, ce gouvernement-là vient de mettre une petite annonce pour chercher un nouveau directeur parlementaire du budget. Pourquoi? Parce que d'entendre la vérité, ça ne fait pas leur affaire? L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, le budget 2025 comprend des investissements générationnels visant à reconstruire, réarmer et réinvestir dans les forces armées canadiennes. Ce budget comprend une enveloppe historique de 2 milliards de dollars pour les salaires, qui touchera près de 90 000 membres des forces armées et leurs familles. Les marins, les soldats et les aviateurs non qualifiés ont reçu une augmentation salariale de 20 vendredi passé. J'encourage tous les députés à s'unir pour soutenir nos forces, pour bâtir un Canada fort. Bravo. Honorable député de Mirabel.
Monsieur le Président, c'est confirmé par le directeur parlementaire du budget. Les déficits libéraux au budget sont 2 fois plus gros qu'annoncé parce que le gouvernement déguise des dépenses en investissement. Et je cite le directeur, « La définition que donne le gouvernement aux investissements en capital est trop large et il propose même que cette définition subjective-là soit révisée par des experts indépendants. » Si Justin Trudeau avait utilisé cette méthode-là, il aurait atteint l'équilibre 1 an sur 2, puis on l'aurait presque accusé de faire de l'austérité. Bref, c'est une fumisterie. Pourquoi les libéraux cachent les vrais chiffres aux Québécois? L'honorable ministre des Finances. Président, je suis content de voir un sourire dans les collègues du Bloc, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de bonnes nouvelles dans le budget du 4 novembre. Imaginez, Monsieur le Président, les députés du Bloc sont aux Îles-de-la-Madeleine pour annoncer l'aéroport. J'espère qu'ils seront au rendez-vous pour le vote de ce soir, Monsieur le Président. Parce que les gens des Îles-de-la-Madeleine, je les connais, ils regardent la télévision puis ils vont regarder ce soir le vote. Mais, Monsieur le Président, il y a encore plus de bonnes nouvelles. Le port de Saguenay, l'extension de Contrecoeur, Monsieur le Président, bon nombre de projets qui vont faire grandir le Québec, en plus d'investir dans les infrastructures de santé. C'est un budget qui répond aux attentes des Québécois et Québécoises. Est-ce que le Bloc sera... L'honorable député de Mirabel. Monsieur le Président, le directeur parlementaire du budget, il n'a pas bu le Kool-Aid générationnel libéral, puis c'est normal, son mandat, c'est de faire des analyses non partisanes, et c'est précisément pour ça que les libéraux veulent le remplacer. Ils ont publié un appel de candidature pour lui trouver un remplaçant permanent qui fait preuve, et je cite, de tact et de discrétion. De tact et de discrétion. Ils veulent un DPB discret, Monsieur le Président, qui s'excuse avant de prendre la parole, un peu plus, puis lui demande de prendre une carte de membre du Parti libéral. Est-ce qu'ils vont faire comme avec les juges, puis recruter le prochain DPB avec la libéraliste? L'honorable ministre de l'Industrie. Je vais faire du pouce sur mon collègue des Finances parce que la réalité présentement, c'est que ça ne s'arrête pas là. On a encore d'autres bons investissements. Mon collègue d'en face provient de Mirabel. Il sait que l'aérospatiale est importante. J'espère qu'il va défendre avec la même fougue qu'on lui voit aujourd'hui les investissements du gouvernement dans l'aérospatiale. Parce que s'il vote contre le budget, il vote contre les gens à Mirabel qui travaillent dans l'aérospatiale. Il va également voter contre les infrastructures dans le domaine de la santé qui sont si importantes pour les Québécois, monsieur. L'honorable député de Kildonan-Saint-Paul. Monsieur le Président, le Premier ministre prétend que ces nouvelles dépenses déficitaires sont un investissement dans l'économie. Mais les Canadiens ont déjà entendu cette promesse, en fait, pendant 10 ans sous Justin Trudeau, qui a doublé la dette nationale. Les résultats, eh bien, une stagnation de la productivité, un effondrement des investissements et un recul de la compétitivité des entreprises par rapport aux États-Unis, ce qui s'est traduit par des salaires plus bas et moins de possibilités pour les travailleurs. Aujourd'hui, ils entendent, les Canadiens, les mêmes promesses creuses de la part du Premier ministre qui ajoutera une nouvelle dette au cours des prochaines années. Pourquoi le Premier ministre répète-t-il une décennie de promesses libérales infructueuses en matière de dépenses? Qu'est-ce qu'il promet là aux Canadiens et aux travailleurs? Le ministre, ce qu'on promet, c'est l'investissement en infrastructure le plus important de toute notre histoire. Ça va créer des milliers d'emplois pour les gens de métier. Les métallos nous disent que c'est bon pour les emplois. Ce budget va créer des milliers de bons emplois syndiqués dans l'ouest du Canada. Le syndicat des ingénieurs dit que c'est un budget bon pour tout le pays. Le Conseil des charpentiers dit que ces investissements pourraient créer des dizaines de milliers de bons emplois. Monsieur le Président, pourquoi les conservateurs voteraient-ils contre? L'honorable député de Kildonan-Saint-Paul. Monsieur le Président, encore une fois, les libéraux continuent d'insister que ces dépenses vont renforcer l'économie, mais les données indiquent le contraire. Malgré le doublement de la dette, malgré les promesses, et bien après 10 ans, le Canada se classe bien en dessous de la moyenne des économies avancées en matière de croissance de la productivité ou d'investissement. Donc, ça se traduit par des baisses de salaire pour les travailleurs. Le DPB nous dit que ce budget abandonne les cibles budgétaires qui sont nécessaires pour protéger notre viabilité à long terme. Pourquoi les libéraux laissent-ils donc ces ancrages budgétaires et pourquoi mettent-ils en péril l'avenir de nos travailleurs? Ils disent qu'ils se battent pour les jeunes, mais ils ne veulent pas accepter le programme alimentaire dans les écoles. Ils disent qu'ils veulent se battre pour les travailleurs, mais ils sont contre l'allègement fiscal.
Ils ont voté contre aussi le financement des programmes d'apprentissage. Ils disent qu'ils veulent se battre pour notre frontière, mais ils sont contre l'augmentation salariale pour les membres des Forces armées, notamment dans ma circonscription d'Esquimalt, à la base Esquimalt. Les Canadiens veulent savoir pour qui ils se battent, les conservateurs, parce que ça n'a pas l'air d'être eux. Député de Mégantic-L'Érable, Lotbinière. Monsieur le Président, imaginez ce que vous pourriez acheter si on vous donnait une carte de crédit sans limite et que vous n'auriez jamais à payer le solde à la fin du mois. Vous avez juste à refiler la facture aux enfants puis aux enfants de vos enfants. Bien, c'est exactement ce que fait le premier ministre libéral. Un budget rouge qui va mettre des générations de Canadiens dans le rouge. Ça n'existe pas, Monsieur le Président, une telle carte de crédit, sauf pour les libéraux. Est-ce que les libéraux vont entendre? Ils vont entendre les avertissements de l'agence de notation Fitch qui affirme que les finances fédérales courent un risque élevé de détérioration supplémentaire avec un budget inabordable, ce qui va augmenter le coût de la vie pour tout le monde. L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce qu'il y a dans le budget, laissez-moi remettre les pendules à l'heure. C'est une baisse d'impôt de 800 $ en moyenne par famille pour la classe moyenne. C'est d'éliminer la TPS sur la construction, sur les nouvelles maisons pour les nouveaux acheteurs. C'est une hausse salariale sans précédent, Monsieur le Président, pour les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes. Ils ont reçu l'augmentation vendredi dernier, Monsieur le Président. Ce qu'il y a dans le budget, c'est des investissements pour moderniser nos infrastructures d'un bout à l'autre du pays, augmenter la productivité du pays et croître l'économie du Québec et du Canada. Merci, Monsieur le Président. Le député de Mégantic-L'Érable, Lotbinière. Dans le budget, Monsieur le Président, c'est un déficit jamais vu hors pandémie. Il n'y a pas que l'agence Fitch qui s'inquiète des finances publiques du Canada. Le directeur parlementaire du budget soulève plusieurs inquiétudes sur les promesses non tenues des libéraux. Il n'y a plus rien qui limite les dépenses libérales. Le premier ministre a abandonné tous ses ancrages fiscaux. Je cite le directeur parlementaire du budget. Tout à coup, dans le budget, cet ancrage que nous avions depuis 30 ans a disparu sans aucune discussion. Pas étonnant que le premier ministre veuille le mettre à la porte. Il y a horreur qu'on lui dise la vérité. Combien d'autres avertissements ça va prendre pour que le gouvernement mette fin à ces dépenses irresponsables? L'honorable ministre. Monsieur le Président, ne pas faire les investissements qu'on présente dans le budget 2025 pour stimuler la croissance au pays, répondre, Monsieur le Président, au changement de l'ordre économique mondial, augmenter la souveraineté et la résilience de l'économie canadienne, c'est ça qui serait irresponsable, Monsieur le Président. J'invite mon collègue à se ressaisir et à appuyer le budget 2025. Merci, Monsieur le Président. Le député de Flamborough-Glanbrook-Brant-Nord. Le budget coûteux du premier ministre fait peser les dépenses inconsidérées d'aujourd'hui sur les contribuables de demain. Fitch, l'agence de notation du gouvernement, affirme que les libéraux dépassent régulièrement leurs limites budgétaires et que les finances fédérales courent un risque élevé de détérioration supplémentaire. Et maintenant, le directeur parlementaire du budget tire lui aussi la sonnette d'alarme, soulignant que le gouvernement a abandonné son objectif en matière de ratio dette-PIB, l'indicateur même que les libéraux considéraient comme essentiel pour protéger notre cote AAA. Combien d'autres rapports du DPB faudra-t-il pour que le premier ministre mette un frein à ces dépenses? Monsieur le Président, le 4 novembre, nous avons présenté un budget historique pour construire le Canada, pour avoir l'économie la plus forte du G7, pour avoir une économie par les Canadiens, pour les Canadiens, pour ne plus jamais nous fier à un seul pays. Nous faisons des investissements générationnels en infrastructure, en logement et en défense. Nous allons construire l'économie la plus forte du G7. Les députés de l'autre côté ont une décision à prendre. Vont-ils soutenir ce budget avec nous ou vont-ils forcer la tenue d'élections? Merci, Monsieur le Président. Le député de Saanich Gulf Islands. Adresse au Premier ministre. Can the Prime Minister... Le premier ministre est-il d'accord pour dire qu'il y a une lacune dans le budget? Les engagements de Paris ne sont pas mentionnés. Peut-il nous dire en cette Chambre qu'en adoptant ce budget, le gouvernement s'engage à s'en tenir en deçà des 2 degrés et de financer les adaptations climatiques et à mettre en place une stratégie pour continuer à la réconciliation autochtone? Le très honorable premier ministre.
Monsieur le Président, j'aimerais remercier Je dois demander au Premier ministre de recommencer. Le très honorable Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier l'honorable député de défendre le climat. Ça figure dans ce budget et nous pouvons voter pour l'avenir de notre pays. Monsieur le Président, ce budget nous met sur la voie pour obtenir de bons résultats en matière de climat et de réconciliation. Nous allons respecter nos engagements de Paris pour les changements climatiques. Je peux confirmer à la Chambre que la stratégie sur la nature sera publiée dans les semaines à venir. Nous allons continuer à travailler pour les générations futures. Le député de Fort McMurray-Cold Lake. Le premier ministre a déclaré qu'il fallait le juger sur les prix à l'épicerie. Son échec n'est nulle part plus évident que dans le domaine du lait maternisé. Selon Statistique Canada, depuis 2017, le prix du lait maternisé a augmenté de près de 84 %. Après 10 ans de gouvernements libéraux, des familles désespérées comptent sur des groupes Facebook et achètent même des boîtes de lait maternisé ouvertes pour nourrir leurs bébés. Pourquoi le premier ministre augmente-t-il les dépenses inflationnistes et rend-il le lait maternisé plus cher? L'honorable ministre. Monsieur le Président, notre gouvernement reconnaît que pour avoir une économie forte, il faut veiller à ce que les femmes et les filles soient en sécurité et aient les outils dont elles ont besoin pour s'épanouir. C'est pourquoi nous investissons 660,5 millions de dollars sur 5 ans avec 131 millions de dollars par la suite. Ça comprend du financement pour prévenir la violence et renforcer la sécurité économique chez les femmes. Monsieur le Président, les conservateurs, eux, ont réduit les budgets. Nous avons vu la fermeture de 12 bureaux régionaux. De ce côté-ci, nous comprenons que lorsqu'on investit dans les femmes, on investit dans le Canada. Le député de Fort McMurray-Cold Lake. Les mères veulent nourrir leurs enfants et devraient pouvoir se permettre d'acheter du lait maternisé. Si leur programme fonctionnait, on ne se retrouverait pas avec un enfant sur 3 dans les banques alimentaires. On parle de 700 000 enfants à chaque mois. Nous n'aurions pas non plus le lait maternisé comme produit alimentaire le plus volé au Canada. C'est en raison de leur échec. Vont-ils mettre fin à leurs dépenses inflationnistes afin que les mères puissent se payer du lait maternisé? Le secrétaire d'État. Merci, Monsieur le Président. Nous avons pris des mesures pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Nous travaillons avec les provinces et les territoires, de même que nos partenaires autochtones, pour que des enfants obtiennent des repas nutritifs à l'école. C'est pourquoi nous avons rendu permanent le programme d'alimentation scolaire. Au Canada, aucun enfant ne devrait se demander quand il aura son prochain repas. Lorsqu'il parle d'insécurité alimentaire, il devrait voter pour le budget. J'allais donner un peu plus de temps, mais elle a terminé rapidement. Le député de Kitchener Centre. Monsieur le Président, alors que les familles de Kitchener ont de plus en plus recours aux banques alimentaires, ce gouvernement a eu la chance de réduire les prix à l'épicerie en se débarrassant de la taxe sur le carburant. Au lieu, ils ont décidé d'augmenter de 17 cents le litre. Cela fait augmenter le prix du café et du bœuf. Pourquoi le premier ministre semble-t-il déterminé à mener les Canadiens vers la pauvreté? Pendant ce temps, lui, il vit dans le luxe. Il ne connaît même pas les conséquences de ses propres politiques. L'honorable ministre. Monsieur le Président, la semaine dernière, on a conclu une entente avec l'Ontario pour continuer notre travail sur les garderies abordables dans cette province et partout au pays. Les familles épargnent de l'argent.
Mais vous n'avez pas à me croire sur parole. Un parent a dit « Nous avons pu avoir des repas plus sains à la maison. Nous avons pu épargner pour les études postsecondaires. » Un autre parent a dit avoir pu acheter une maison grâce à la réduction des frais de garderie. Ça fait une différence monumentale dans la vie de ces familles. Pourquoi ne pas voter pour notre budget? Le député de Kitchener-Centre. Monsieur le Président, j'ai posé une question sur la nourriture. On m'a donné une réponse sur les garderies. Mais je vais poser la question de nouveau. Pourquoi le premier ministre refuse-t-il de se débarrasser de la taxe sur le carburant qui fait augmenter les prix à l'épicerie? Ça fait augmenter les prix pour la livraison. Veut-il que l'épicerie soit un article de luxe parce que le luxe est la seule chose qu'ils connaissent? Pendant ce temps, les Canadiens ne peuvent pas payer l'épicerie. L'honorable ministre. Monsieur le Président, j'imagine qu'elle n'écoutait pas ce parent dont je vous parlais qui disait qu'on peut maintenant avoir des repas plus sains à l'épicerie tout en économisant pour les études postsecondaires. Un autre parent a dit qu'il aurait dû démissionner pour pouvoir rester à la maison. Monsieur le Président, je sais, ça leur plaît pas de voir des femmes sur le marché du travail. L'honorable député de Portneuf. I believe the member finished. I think. No. I thought the member was finished. Je croyais que la ministre avait terminé. Il lui restait environ 4 secondes. C'est la députée. 4 secondes. Les gens n'ont pas tous le luxe de rester à la maison. Député de Portneuf, Jacques Cartier. La même générosité de votre part, Monsieur le Président. Ce gouvernement libéral est le plus coûteux de l'histoire du Canada. Chaque dollar dépensé par le premier ministre sort directement des poches des Canadiens. Tout coûte plus cher. L'épicerie, le logement, le chauffage. La fameuse taxe carbone industrielle augmente le coût de production de nos agriculteurs. Savez-vous qu'est-ce qu'ils font, les agriculteurs? Ils produisent de la nourriture qu'on met sur notre table, Monsieur le Président. Rien dans le budget pour leur donner un peu d'oxygène à nos Canadiens. Pourquoi ce premier ministre augmente la taxe carbone industrielle, ce qui fait augmenter le prix du panier d'épicerie? Voilà. L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Monsieur le Président, je pense que le député conservateur d'en face est un peu confus et pour l'aider à le sortir de cette confusion-là, Monsieur le Président, tout ce qu'il a à faire, c'est demander à sa collègue assis à côté de lui, qui était député pour le Parti libéral du Québec, qui a voté pour le système de tarification du carbone au Québec. Et le système de tarification du Québec n'est pas celui du gouvernement fédéral. Tout ce qu'il a à faire, c'est demander à sa collègue qui est assis juste à côté de lui, Monsieur le Président. Le député de Richmond Hill Sud. Ce gouvernement libéral est le plus coûteux de l'histoire du Canada. Chaque dollar dépensé par le premier ministre fait grimper le coût de tout. Selon les dernières données, le poulet a augmenté de 6 %, les fruits de mer de 8 % le lait maternisé de 6 % et le bœuf a connu une hausse vertigineuse de 17 %. Les prix de denrées alimentaires augmentent plus rapidement ici qu'aux États-Unis, mais au lieu de supprimer la taxe carbone industrielle, les libéraux ont doublé la mise en augmentant la taxe sur les agriculteurs et les producteurs. Quand le premier ministre mettra-t-il enfin un terme à sa taxe carbone industrielle afin que les Canadiens puissent de nouveau faire l'épicerie? Le ministre de l'Intelligence artificielle. Monsieur le Président, pendant que l'opposition dénigre l'économie, nous la construisons. Nous investissons dans nos entrepreneurs. Je suis allée à Toronto et de jeunes entrepreneurs sont heureux que ce budget fasse en sorte qu'il soit plus facile d'embaucher et d'investir. Vous n'avez pas à me croire sur parole. Le Conseil des innovateurs dit que notre budget tient compte des priorités des innovateurs. C'est ce que les Canadiens veulent. Construire au Canada, croire dans le Canada, il faut soutenir le budget.
Le député de Similkameen, South Okanagan, Kootenay-West. Monsieur le Président, ce gouvernement libéral est le plus coûteux de l'histoire du Canada. Chaque dollar dépensé par le premier ministre sort de la poche des Canadiens, ce qui fait grimper le coût de tout. Les prix à l'épicerie ont augmenté près de 40 % plus rapidement ici qu'aux États-Unis. La réponse des libéraux a augmenté la taxe carbone industrielle. La vallée de l'Okanagan est le panier de fruits du Canada. Pourtant, les taxes imposées à nos fermes font que le coût des fruits cultivés au Canada est plus élevé qu'à l'étranger. Pourquoi ce premier ministre augmente-t-il la taxe carbone industrielle et rend-il les aliments plus chers? Honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Les Canadiens nous ont élus pour construire des logements abordables. J'ai de bonnes nouvelles pour ma collègue de la Colombie-Britannique. Le budget 2025 fait des investissements historiques. Désolé de vous interrompre, dit le président. Je vais demander au ministre de recommencer. Il y a trop de bruit autour de moi. L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. Bonne nouvelle pour ma collègue de la Colombie-Britannique. Le budget fait des investissements historiques dans les logements abordables qui feront une différence dans la vie des gens. Nous améliorons nos routes, nos infrastructures, nos transports en commun, nos hôpitaux. Et avec le programme Maison Canada, nous construisons un rythme sans précédent. Cela permet aux Canadiens d'avoir accès à des logements abordables. Tous les investissements visent à aider les Canadiens avec le logement abordable et de bonnes communautés. Tout va pour le mieux. Le député de Leeds, Grenville, Thousand Islands et Rideau Lakes. Ce gouvernement libéral est le plus cher de l'histoire du pays. Tout l'argent dépensé par le premier ministre provient des poches des Canadiens. Parlons de la Commission de sûreté nucléaire qui dépense 14 000 $ pour aller à Paris. Pendant ce temps, on augmente les impôts sur le carburant. Alors pourquoi les libéraux font-ils des tours de limousine tandis que les Canadiens paient plus de taxes imposées par ces libéraux? L'honorable ministre. Monsieur le Président, ce que fait ce gouvernement, c'est aider à construire le meilleur système nucléaire au monde. Nous construisons à Darlington. On vient d'investir dans la construction d'un réacteur qui sera exporté partout dans le monde pour créer des emplois. Voilà ce que nous faisons. Le député de Leeds, Grenville, Thousand Islands et Rideau Lakes. Il donne des excuses. Les budgets de voyage ont augmenté de 85 % tandis que les Canadiens font la file aux banques alimentaires. Avec les libéraux, les prix à l'épicerie augmentent 40 % plus rapidement qu'aux États-Unis. Comment se fait-il qu'à chaque fois que les libéraux prennent des décisions, la vie devient plus difficile pour les Canadiens? Les Canadiens n'ont pas les moyens d'avoir ce premier ministre et ils ne peuvent pas se permettre des taxes et impôts plus élevés. Pourquoi les libéraux continuent-ils à faire augmenter les prix pour les Canadiens? Le ministre des Ressources naturelles, Monsieur le Président, ce gouvernement redouble d'efforts pour créer des emplois pour les Canadiens à Darlington. Nous construisons pour 20 millions de dollars pour créer 20 000 nouveaux emplois, de bons emplois bien rémunérés, des emplois de col bleu partout au pays. Voilà ce que nous faisons. Le député de Bay de Quinte. Monsieur le Président, ma circonscription de Bay de Quinte compte plus d'une centaine de membres des Forces armées canadiennes et leurs familles. Je sais que mes électeurs, y compris nos courageux militaires, observent attentivement les nouveaux investissements du Canada dans les forces armées et les efforts déployés pour atteindre nos objectifs. Le ministre de la Défense peut-il parler des nouveaux investissements que le Canada consacre à la défense dans le budget de 2025? L'honorable ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président, dans le budget, nous investissons plus de 81 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour reconstruire, réarmer et réinvestir dans nos forces armées. Et nous investissons dans notre personnel en accordant une augmentation salariale de 20 %. Le week-end dernier, 90 000 militaires ont vu leur salaire augmenter. Voilà ce que figure dans le budget, une augmentation salariale pour les militaires, du soutien pour les militaires, de l'équipement pour les militaires, du respect pour les militaires. Appuyons nos forces. Le député d'Abbotsford, Langley Sud.
La semaine dernière, on a été déçus par les actions du premier ministre en Colombie-Britannique. Alors qu'il se promenait tranquillement sur la plage, les familles de ma communauté assistaient à des veillées et à des assemblées publiques concernant les 150 cas d'extorsion qui terrorisent la vallée. Ces familles sont confrontées à des fusillades et à des intimidations répétées, et le premier ministre a délibérément choisi de les ignorer. Le premier ministre va-t-il enfin prendre au sérieux notre plan conservateur pour lutter contre l'extorsion? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, le premier ministre a pris beaucoup de mesures pour améliorer la sécurité publique au pays. Lorsque les conservateurs voteront contre le budget 2025, ils voteront contre davantage d'agents de la GRC, plus d'agents de la SFC. Ils voteront contre 1,7 milliard de dollars en investissement dans la GRC et ils voteront contre des augmentations salariales pour les cadets de la GRC. Essentiellement, Monsieur le Président, ils votent contre la sécurité publique. Le député de Mission Matsqui, Abbotsford. Monsieur le Président, les libéraux peuvent parler de n'importe quel élément du budget, mais ça ne règle pas le problème de l'extorsion. Il y a eu une augmentation de 550 % en Colombie-Britannique. Les propriétaires d'entreprises ont peur parce qu'ils sont ciblés. La police d'Abbotsford, la police de Surrey ont mis de l'avant des groupes spéciaux pour lutter contre ce problème. À la dernière législature, les libéraux auraient pu voter pour notre plan conservateur pour mettre fin à l'extorsion, mais l'ont rejeté au nom des Britanno-Colombiens. Que vont-ils faire? Vont-ils voter pour notre plan conservateur pour réduire l'extorsion et garder nos communautés et nos commerces en sécurité? La secrétaire d'État. Monsieur le Président, bonne nouvelle, les conservateurs ont une chance dans cette législature pour voter pour le C2, pour le C14. Monsieur le Président, en fin de semaine, j'ai parlé à une victime d'extorsion. Elle m'a dit que ça prend des mois aux policiers d'avoir la permission des tribunaux pour faire le lien entre les numéros de téléphone utilisés et les suspects. Le projet de loi C2 serait une solution à ce problème. Les conservateurs vont-ils voter pour les mesures d'accès légal? Le député d'Edmonton Gateway. L'extorsion a atteint des niveaux critiques au Canada. Il y a une augmentation de 550 % à Surrey, mais les libéraux n'ont rien fait pour protéger les Canadiens. Il y a plus de 6 mois, ils ont promis 1000 nouveaux agents de la GRC pour aider à remédier à la situation, mais aucun n'a encore été embauché. Nous avons présenté un projet de loi pour lutter contre l'extorsion et garder les Canadiens en sécurité. Ils l'ont bloqué, Monsieur le Président. Quand les libéraux vont-ils prendre l'extorsion au sérieux et soutenir notre plan conservateur pour que ces criminels soient derrière les barreaux? La secrétaire d'État. Monsieur le Président, au Canada, l'extorsion est prise au sérieux. Le Code criminel du Canada prévoit l'emprisonnement à vie. Monsieur le Président, ce qui est important, c'est de résoudre le crime avant de pouvoir porter des accusations. Les policiers partout au pays demandent des dispositions d'accès légal pour pouvoir enquêter. Mais vous savez qui est contre les conservateurs, Monsieur le Président? Pourquoi ne donnent-ils pas aux forces de l'ordre les outils nécessaires pour lutter contre l'extorsion? Monsieur le Président, dans ma circonscription de Brome-Missisquoi, de nombreux membres de ma communauté travaillent dans l'industrie des ressources naturelles et dans le secteur manufacturier. Ils comptent sur des infrastructures et des chaînes d'approvisionnement forts et flexibles pour acheter, vendre les biens dont ils ont besoin pour soutenir notre économie locale. Le port de Saguenay représente un maillon stratégique essentiel pour l'industrie canadienne, qui profite à l'ensemble du Canada en jouant un rôle important de liaison pour catalyser ses économies. Le ministre de la Transformation gouvernementale peut-il nous expliquer comment l'engagement de 57,6 millions de dollars prévu au budget permettra de stimuler le développement économique?
L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux remercier mon collègue de Brome-Missisquoi. Puis, il faut être clair, la modernisation des infrastructures portuaires est essentielle pour augmenter notre productivité, pour stimuler nos économies en région et cimenter l'économie nationale. J'étais très heureux lundi d'être avec Carl Laberge et Stéphanie Desforges du port de Saguenay, d'être avec Louis Ouellette, le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, mais aussi d'être avec mon collègue de Jonquière du Bloc québécois et de Lac-Saint-Jean, ainsi que mon collègue de Chicoutimi-Le-Fjord pour annoncer 57,6 millions pour le projet de quai numéro 2 au port de Saguenay. C'est un projet essentiel pour la région, c'est un projet essentiel pour le Québec. J'espère que mes collègues vont soutenir le budget. Le député de London Fanshawe. Monsieur le Président, les Canadiens méritent des réponses claires sur la façon dont leur argent est dépensé. Les comptes publics font état de plus de 173 000 $ de frais liés au personnel en seulement 9 jours pour la députée libérale de London West pendant son bref mandat de leader du gouvernement à la Chambre, alors que le Parlement ne siégeait pas. Cela représente 19 000 $ par jour, alors que ses activités officielles étaient des visites protocolaires ou des événements partisans et non des tâches liées à la fonction de leader parlementaire. Les libéraux vont-ils donner la ventilation pour que les Canadiens puissent comprendre comment cela est possible? Les leaders du gouvernement en Chambre. Monsieur le Président, parfois, je me demande si les conservateurs passent la journée sur Twitter pour voir ce qu'ils vont dire à la Chambre des communes. Ces allégations sont sans fondement. Le député de London West a toujours adopté une approche prudente en matière de finances publiques. Il n'y a rien hors de l'ordinaire. Aucun nouvel employé n'a été embauché. Monsieur le Président, voilà ce qui devrait clore le dossier. L'honorable député de Rosemont, la petite patrie. Monsieur le Président, partout au Québec, les gens subissent la crise du logement. Les loyers ont augmenté de 16 % en 3 ans. Il n'y a jamais eu autant d'itinérance dans nos rues. Des personnes sont forcées de rester dans des logements insalubres parce qu'ils ne peuvent pas déménager. Et pourtant, les libéraux prévoient des nouvelles dépenses 6 fois plus élevées pour l'armée que pour des logements que les gens sont capables de se payer. Est-ce que les libéraux sont prêts à s'engager à investir des sommes précises et significatives pour du logement coopératif, social et communautaire? Bravo. L'honorable ministre des Finances. Président, je veux remercier mon collègue. On a travaillé en collaboration avec les collègues du NPD, Monsieur le Président. Et ce qu'on a obtenu, évidemment, Monsieur le Président, c'est de maintenir les programmes qui sont chers aux Canadiens. On parle évidemment des programmes de garde d'enfants, on parle de la nutrition pour les jeunes, du programme aussi, ce qu'on appelle PharmaCare, Monsieur le Président. Mais le plus important, on fait un investissement générationnel dans le logement abordable, Monsieur le Président. Une chose qui devrait aider l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Monsieur le Président, on sera toujours là pour aider les gens de la classe moyenne. La première chose qu'on a faite, c'était de réduire l'impôt, justement pour laisser plus d'argent dans les poches des Canadiens, Monsieur le Président. Les Canadiens savent qu'on sera toujours là pour eux. Merci. Exactement. Et ça met fin à la période des questions du lundi.